Merci, Monsieur le Président. C'est un bordereau ô combien important et finalement qui déborde même le sujet, sa principale raison d'être, à savoir le financement des mobilités. Parce que c'est le moment d'avoir dans cet hémicycle, comme nous devrions l'avoir à l'échelle nationale, un débat et un discours de vérité à l'égard de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et un discours de vérité entre nous, chers collègues, je pense en particulier à nos collègues du groupe Ils sont hauts la Bretagne. Nous constatons aujourd'hui une augmentation très nette des aspirations légitimes de nos concitoyens à voir les services de mobilité être renforcés sur leur territoire, particulièrement dans les territoires enclavés, c'est vrai, mais aussi dans les territoires de nos agglomérations, où parfois vous pouvez être habitant d'une grande agglomération et vous situer dans un territoire malgré tout rural. Et la difficulté, là aussi, pour des élus intercommunaux, de faire face à ces aspirations. Et ces aspirations, elles ont un coût. Elles ont un coût, nous le rappelons avec Monsieur le Premier vice-président, à la fois en termes d'exploitation, en termes d'investissement. Le discours de vérité, il passe par ces réalités et ces chiffres. Aujourd'hui, je le dis à nos collègues, en matière ferroviaire, êtes-vous contre l'augmentation de l'offre TER Bresgo et l'achat de 9 rames pour 144 millions d'euros? Pour ou contre? Êtes-vous contre le service que nous finançons pour pousser les TGV jusqu'à Rennes et ensuite à Quimper et Brest avec la desserte des villes moyennes pour 14 millions d'euros? Êtes-vous contre les moyens que nous souhaitons mettre pour, par exemple, rénover la ligne de fret Auray-Pontivy-Saint-Gérand pour 13 millions d'euros? En matière routière, êtes-vous contre les moyens que nous souhaitons mettre sur la table dans le cadre de la délégation de services publics des cars Bresgo pour le Morbihan et les Côtes-d'Armor qui va débuter cette nouvelle délégation de services publics à compter du 1er septembre 2025? Êtes-vous contre, toujours en matière routière, pour la poursuite de la mise à 2x2 voies de la RN 164, 47 millions d'euros? Êtes-vous contre le plan régional vélo porté par notre collègue Benjamin Floïc? Êtes-vous contre, s'agissant des mobilités maritimes, le renouvellement des 2 navires pour la desserte des îles du Ponant pour 35 millions d'euros? Eh bien oui, tout cela a un coût. Nous le devons à nos concitoyennes et à nos concitoyens de rappeler ces chiffres. Parce que ces politiques, derrière ces montants qui sont très importants, c'est bien de la cohésion sociale, de la cohésion territoriale, au bénéfice également de nos entreprises. Il faut le dire ici, parce que nous parlons des salariés, mais ces salariés, le soir, le week-end, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, et tous ces acteurs ont également besoin de mobilité, de solutions de transport. Ça contribue à l'attractivité de nos territoires pour faciliter les recrutements. Vous savez comme nous les difficultés que nos entreprises peuvent rencontrer en la matière. Alors oui, nous avons besoin de moyens. Il faut l'assumer là aussi. Faire croire que nous pouvons faire plus avec moins, parce que c'est finalement le discours qui est sous-tendu par certains propos dans cet hémicycle, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, nous sommes d'accord ici, l'impôt n'est pas la solution magique. Bien évidemment, l'efficacité de la dépense publique, nous en sommes toutes et tous comptables, et je crois, Monsieur le Président, que cette majorité qui est au travail en fait la démonstration avec la plus totale des résolutions. Depuis 10 ans, c'est 1,5 milliard d'euros financés par la région pour améliorer les mobilités des Bretonnes et des Bretons. C'est le meilleur TER de France, Monsieur le Premier vice-président l'a rappelé. Mais oui, quand nous évoquons ces besoins de mobilité, que d'aucuns ne contestent pas, je l'observe dans cet hémicycle, eh bien les mêmes chiffres sont tout aussi édifiants, 2,5 milliards d'euros de besoins de financement d'ici 2040. Alors oui, chacun doit pouvoir participer à l'effort et cet effort doit être juste et proportionné. Et d'une certaine manière, la région y a aussi contribué. Vous avez oublié de le rappeler, mais nous avons été mis à contribution à hauteur de 43 millions d'euros pour cette année 2025, dans le cadre d'un projet de budget et d'un budget que vos amis ont élaboré et que vous soutenez.
que vous continuez à soutenir, et visiblement non content d'avoir administré une première cure d'austérité, vous allez vouloir l'amplifier pour 2026. C'est en tout cas les chiffres qui semblent s'annoncer. Parce que à travers ce bordereau, là aussi, il faut redire un certain nombre de faits, encore une fois, qui sont têtus. Ce gouvernement que vous soutenez, chers collègues du groupe Ils sont hauts la Bretagne, eh bien, nous en voyons les effets aussi au Parlement. Je peux témoigner en toute connaissance de cause. J'étais dans l'hémicycle du Sénat tout au long de ces semaines de débats budgétaires et nous avons pu voir que vous étiez avec vos collègues à la manœuvre pour réduire les moyens des collectivités locales. Pour réduire les moyens des collectivités locales et de l'autre côté dire évidemment on va proposer une solution alternative mais elle est facultative de telle manière que les élus locaux porteront la responsabilité d'une éventuelle décision de mettre en place un impôt. C'est-à-dire que vous prenez la décision de réduire leur marge de manœuvre budgétaire et de l'autre côté, vous dites vous pouvez mettre en place l'impôt, mais c'est vous qui en portez la responsabilité politique. Ne venez pas nous parler ensuite de responsabilité politique. Vous n'êtes pas au rendez-vous, nous le sommes à travers cette délibération. Et responsabilité sur la situation financière du pays malgré tout. Parce que certains sont prompts à nous donner des leçons de gestion. L'État est impécunieux depuis maintenant de très nombreuses années, mais ça s'est singulièrement aggravé depuis 2017. Et là, nous en voyons encore les effets, avec encore une fois un Premier ministre que vous soutenez, qui semble annoncer 40 milliards d'économies pour 2026. État impécunieux, collectivités que vous mettez en difficulté et de l'autre côté, vous vous obstinez à l'échelle nationale, j'entends bien, à aller chercher l'argent là où c'est possible. Je pense en particulier à la taxe Zuckman. Donc là encore, nous devons dire à nos concitoyennes et nos concitoyens quelle est la cohérence, quel est le courage des uns et des autres. Parce que oui, nos services publics, oui, nos dépenses publiques, elles ont un effet également sur la création de richesses. Nos entreprises sont en premier rang, nous ne le contestons pas, mais nous ne devons pas laisser penser que les services publics ne créent pas de richesse. Ils créent de la richesse. Ce service public de petite enfance, l'éducation, les mobilités, tout cela contribue à créer de la richesse dans nos territoires. Nous devons en être fiers, l'assumer, le dire à nos agents, pas simplement ceux de la région Bretagne. Et donc on voit bien le grand faux-semblant aujourd'hui auquel certains se livrent, et finalement une forme d'hypocrisie parce qu'on agite le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais en réalité on ne leur laisse pas le choix. Monsieur de Salier-Dupin, vous disiez tout à l'heure, j'ai le droit, je prends. D'une part, c'est pas j'ai le droit, c'est je suis contraint. Où les collectivités ont-elles eu le choix? Où les collectivités ont-elles eu le choix? Elles ne l'ont pas. Donc oui, notre collectivité est contrainte et elle fait en sorte d'assumer ses responsabilités pour répondre aux aspirations des Bretonnes et des Bretons. C'est un élément absolument essentiel. Et c'est vrai aussi pour les services publics. Nous sommes là aussi parfaitement d'accord. Les hôpitaux sont dans une situation financière extrêmement dramatique. Mais la faute à qui ? Pas la faute aux directions des établissements qui essayent de faire du mieux possible. La faute à l'État qui ne respecte pas ses engagements et qui mine, encore une fois, les ressources, notamment de la sécurité sociale. C'est ça l'enjeu. Il faut rappeler les responsabilités des uns et des autres. Et donc, nous le voyons bien sur ce PLF 2026, a priori, de nombreuses inquiétudes se font jour. Sur le panier de recettes, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais je voudrais ensuite vous poser la question, chers collègues. Est-ce que finalement, parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre démonstration, vous avez cité la Normandie et les Pays de la Loire, on va s'arrêter sur les Pays de la Loire. Est-ce que le message que vous envoyez aux Bretonnes et aux Bretons, aux élus de nos territoires, c'est que vous proposez d'administrer le même choc de réduction budgétaire? Parce que là, oui, il y aurait des marges de manœuvre. Mais ayez le courage de le dire aux Bretonnes et aux Bretons. Oui, nous voulons multiplier par 2 l'effort d'économie assumé par notre collectivité. Oui, nous allons sacrifier des budgets pour la jeunesse, pour l'insertion, pour l'emploi, pour les entreprises aussi sans doute un peu, pour un certain nombre de services publics, pour les aides aux collectivités. Ayez le courage d'aller au bout de votre démonstration. Nous avons fait le choix de préserver la cohésion sociale et territoriale. Alors évidemment, et c'est l'objet de ce bordereau, avec le versement mobilité
mobilité régionale et rurale. Là aussi, vous évoquez l'historique, il faut quand même être honnête. Entre 2018 et 2025, le monde a singulièrement changé. On ne peut pas quand même... Non, le monde a singulièrement changé. Vous allez nous dire que vous aviez anticipé tous les conflits internationaux, les enjeux de souveraineté qui se posent sur nos entreprises, de concurrence internationale débridée à ce point. Tous ces sujets, évidemment, ne se posaient pas du tout avec la même acuité. Et évidemment que nous savons, là aussi, c'est une marque de fabrique de notre président et de son exécutif, s'adapter aux circonstances du moment. Alors oui, les chiffres ont été donnés. 5% des employeurs privés concernés à partir de 11 salariés, 30% du produit attendu de ce VMRR qui sera versé par des employeurs publics. C'est important ici de le dire. Pour un salaire médian, 3 € par mois par salarié. Là encore, évidemment, on ne conteste pas le fait que ça ait un impact sur les résultats de nos entreprises et nous y sommes évidemment très sensibles. Pour autant, nous avons veillé à cette mise en œuvre territorialisée, différenciée et la plus juste possible, avec à la fois la modulation, ça a été rappelé, prenant en compte des critères de densité et de l'offre de transport. Là encore, quand vous regardez la carte, c'est très clair. Le nord et le sud de notre région, qui bénéficient en particulier de l'offre et le renforcement de l'offre TER, oui, sont mises davantage à contribution. Mais cela est tout à fait logique. De la même façon, les 10% de la partie rurale de ce versement mobilité agiront comme un mécanisme de péréquation au bénéfice en particulier des intercommunalités du Centre-Bretagne où résident de très nombreuses entreprises de l'industrie agroalimentaire parce que oui, nous sommes mobilisés pour soutenir notre industrie, la préserver. Quand nous mettons de l'argent pour la RN 164, c'est pour l'industrie, notamment agroalimentaire. Quand nous mettons des millions d'euros pour les ports de Brest et de Lorient, c'est pour notre économie, c'est pour nos entreprises. Quand nous investissons dans les lignes de fret, là aussi, c'est pour nos entreprises et en particulier dans l'agroalimentaire. Alors la question a été posée tout à l'heure sur la CVAE, il faut quand même le noter. Là encore, cette suppression d'impôts qui était contestée par un certain nombre d'élus, notamment d'élus locaux, parce que vous oubliez de dire là aussi que dans vos collectivités respectives, dans vos intercommunalités, vous votez les versements mobilité et parfois même au taux maximal. Mais parfois même au taux maximal. J'ai plein d'exemples en tête. Y compris d'élus qui peuvent siéger dans vos rangs. Donc soyons cohérents, soyons responsables les uns les autres. Alors oui, nous le disons. Évidemment que ça aura un impact, mais de la même façon, vous avez cité un certain nombre d'acteurs économiques, le soutien au monde des transports, qui est une filière ô combien importante dans notre région, ça fait partie des leviers que nous pourrons activer grâce à ce VMRR. Et puis enfin, quand même, les mesures qui ont été prises, le report au 1er janvier 2026, nous l'avons dit, tout cela c'est un pis-aller, c'est écrit, noir sur blanc. Nous avons dit que ce n'était pas une source de financement satisfaisante. Là encore, nous sommes cohérents. Nous disons clairement les choses. Oui, il pourra y avoir un impact, et nous le regrettons par avance, sur l'industrie, le BTP, les services marchands, les services publics, les hôpitaux. Nous faisons tout pour limiter cet impact et surtout, nous travaillons à des alternatives. Et donc là, moi, j'espère qu'après votre discours enflammé contre finalement le financement de ces dépenses de transport attendues par nos concitoyennes et nos concitoyens, vous mettrez la même énergie auprès de vos collègues parlementaires pour faire en sorte que dans le cadre du PLF 2026, eh bien, votre gouvernement soit au rendez-vous, parce que vous parliez des conclusions de la conférence de financement des mobilités. Ce n'est pas elle qui va décider, elle va remettre un rapport au Premier ministre. C'est le Premier ministre, son gouvernement, qui va devoir assumer. C'est l'équipe gouvernementale dont vous faites partie qui devra faire des choix. Alors nous l'avons dit, opposition à l'écotaxe, c'est clair, net depuis toujours. La taxe de séjour additionnelle, oui, nous demandons une équité. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que seule la région Île-de-France en bénéficie. Sur le marché européen du carbone, nous dessinons des pistes extrêmement sérieuses, partagées avec les représentants des organisations professionnelles. Et j'en terminerai là, Monsieur le Président, parce qu'il y a une interpellation tout à l'heure. Visiblement, certains souhaitaient que vous preniez la parole sur ce sujet. Eh bien, vous avez rappelé ici, s'il vous plaît, chers collègues, que nous étions une équipe. Et que nous étions tous parfaitement solidaires. Et que vous pouvez ici interroger chacun des élus de cette majorité.
ils ne lèvent pas la main parce que c'est mécanique et parce qu'ils font partie de la majorité, c'est parce qu'ils sont intimement convaincus qu'aujourd'hui, notre région, notre collectivité doit être à la hauteur du moment. Alors oui, parfois, c'est arbitrer entre des solutions qui ne sont pas satisfaisantes, nous en avons parfaitement conscience, mais l'urgence de répondre aux besoins de mobilité, aux attentes de mobilité des Bretonnes et des Bretons, singulièrement dans les territoires ruraux, mais dans tous les autres territoires de Bretagne, exige que nous soyons à la hauteur. C'est ce que nous faisons avec cette délibération, en espérant pouvoir dessiner un autre chemin qui relèvera là pour le coup largement des collègues et des amis que vous pouvez avoir à Paris, et nous comptons donc sur votre énergie et votre détermination pour que ces alternatives deviennent réalité au plus vite en 2026. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout état de cause, au nom de la majorité, Monsieur le Président, nous tenons à redire que ce sujet des mobilités au service de la cohésion sociale, territoriale et économique de notre région est une priorité absolue. Merci. Et que nous faisons tout pour que les moyens soient au rendez-vous. Je vous remercie. Merci à vous.